Bienvenue à tous à ce webinaire qui est dédié à la permaculture et aux organisations vivantes. Il y a deux personnes qui sont là aujourd'hui pour nous présenter cette thématique, donc Christiane Génie de Baobab Factory et Bonjour. Mathieu David qui est en ce moment à l'écodomaine de la Fontaine-au-Breton et qui est permaculteur. Donc ce webinaire est organisé par le MFQM Pays de la Loire. Je vous présente en 2 minutes et puis ensuite Christiane et Mathieu pourront se présenter. En tout cas, merci beaucoup à vous deux d'être parmi nous aujourd'hui et d'intervenir pour le MFQM. On a déjà travaillé ensemble, Christiane, c'est toujours un plaisir, donc merci. Merci Avec plaisir. Avec plaisir. Donc, l'UMFQM, c'est un réseau d'entreprises et une association de loi 1901. MFQM veut dire Mouvement français qualité et management. Nos bureaux sont basés à Nantes, mais on rayonne sur l'ensemble de la région Pays de la Loire. Il y a parmi notre réseau, il y a 200 entreprises et organisations qui sont membres et qui appartiennent à tout secteur d'activité et qui ont un nombre de salariés très, très varié, donc ce qui fait la richesse du réseau puisque les profils des entreprises sont très variés. On organise une trentaine d'événements par an, donc notamment des webinaires lorsqu'on est confiné, mais lorsqu'on peut faire du présentiel, on fait également des visites d'entreprise, des matinales et des focus days qui sont des journées de formation. Et en fait, tous ces temps forts et ces rencontres permettent à nos adhérents, aux entreprises, de partager leurs expériences et leurs bonnes pratiques sur tout ce qui touche à la performance globale des organisations. Donc, le management, la RSE, la qualité, les ressources humaines, l'amélioration continue, etc. Donc, on a un programme très riche. Et lorsqu'une entreprise adhère à notre réseau et nous rejoint, c'est bien l'ensemble des collaborateurs qui peuvent participer à nos rencontres puisque, comme je vous disais, on aborde beaucoup de thématiques, donc tous les métiers s'y retrouvent. Donc, vous pouvez consulter notre programme sur notre site Internet. Il y a évidemment encore plein de rencontres qui sont prévues. Donc, n'hésitez pas à le consulter et à le regarder. Et en tout cas, merci à vous pour votre présence. Donc, Christiane et Mathieu, je vous laisse la main. Merci beaucoup, Delphine. Donc, merci à tous d'être là. On est ravis avec Mathieu de vous accueillir. On aurait aimé pouvoir être dehors. Alors, moi aussi, je suis à la Fontaine-au-Breton, en fait, ce matin, même si on n'est pas dans la même salle avec Mathieu, mais on est là sur ce magnifique endroit. On aurait aimé pouvoir vous faire prendre l'air et de vous proposer un temps de respiration, mais le vent de ce matin est un peu trop fort et donc, du coup, on reste à l'intérieur. Donc, la Fontaine-au-Breton, peut-être que les Nantais ou les gens du Grand Ouest connaissent. L'éco-domaine de la Fontaine-au-Breton, c'est peut-être un mot que vous connaissez moins parce que ce lieu, il est aujourd'hui en transformation. On va en reparler dans ce webinaire. Je vais vous projeter mon écran. Est-ce que vous voyez voilà, ces petites fleurs de borrache. Ça va pour tout le monde? Vous voyez mon écran? Vous pouvez me faire un petit pouce en l'air pour me dire ça roule? Ouais, très bien. Ok. Donc voilà, on est à la Fontaine-au-Breton. Et puis donc sur cette belle photo, si jamais il y en a qui ne connaissent pas le lieu, donc c'est un magnifique endroit, hôtel, lieu de résidence et de séminaire qui est en transformation permaculturelle. Et sur cette photo, on aperçoit Mathieu. Donc, ça va être une bonne transition pour que je te passe la balle pour que tu te présentes. Merci. Donc, bonjour à tous. Effectivement, c'est un plaisir de pouvoir vous accueillir aujourd'hui sur ce webinaire, ici à la Fontaine-au-Breton. Quelques mots pour me présenter. Donc, moi, je suis de formation géographe urbaniste à Nantes. Et puis, j'ai un petit peu travaillé dans ces domaines-là, mais c'est surtout la passion pour la nature et un passe-temps que j'avais autour du potager qui, moi, m'a fait découvrir la permaculture il y a de ça 4-5 ans maintenant. Et en découvrant en fait cette approche vraiment ultra passionnante, eh bien, c'est ce qui m'a amené à changer de voie complètement, à mettre de côté mon premier début de carrière dans l'urbanisme et me diriger vers la permaculture en me formant, en visitant des fermes un peu partout en France et puis en cheminant comme ça pendant 2 ans, sans trop savoir où ça allait m'amener, mais en faisant ce qui me paraissait vraiment intéressant et ce qui me nourrissait profondément. Et ça m'a mené finalement jusqu'ici à la Fontaine-au-Breton, donc, où je suis depuis 1 an et où je suis en charge d'accompagner la transformation du site
vers un fonctionnement permaculturel, donc dans toutes ses dimensions, comme on va le voir ce matin dans le webinaire, que ce soit du jardin à l'hôtel, en passant par les relations entre les différentes activités du site, la restauration, les séminaires et la microferme. Donc voilà pour moi. Et donc, moi, je vais continuer la présentation. Donc, moi, je suis Christiane Génie. Alors, j'ai envie de dire, je suis d'abord une fille de la campagne qui est devenue femme d'entreprise pour avoir travaillé une trentaine d'années dans des grandes entreprises. J'ai passé 15 ans dans le groupe Danone. J'ai été 12 ans directrice marketing à l'aéroport de Nantes. Et aujourd'hui, je suis coach associée dans un cabinet qui s'appelle Baobab Factory à Nantes. Et donc, en gros, mon métier, moi, c'est bien sûr la connaissance de l'entreprise et le management, le marketing et l'innovation, et puis l'accompagnement du changement. Et ce que j'ai beaucoup fait, c'est emmener de la transformation des projets d'entreprise, des dynamiques collectives et accompagner le changement. J'ai, il y a 2 ans, décidé de rentrer dans ce que j'ai appelé mon RAF. Je ne sais pas s'il y a des financiers parmi nous. Le RAF, c'est en général ce qu'on a le reste à faire quand on est dans un budget, quand on est au milieu de l'année. En finance, on va se poser la question de où est-ce qu'on en est dans notre budget, est-ce qu'on a déjà atteint les objectifs et qu'est-ce qui nous reste à faire. Et donc, moi, il y a 2 ans, je me suis dit, qu'est-ce qui me reste à faire dans ma vie de professionnelle et privée. Et je me suis en fait fortement réengagée à ce moment-là dans mes racines, dans un chemin, alors déjà personnel, privé de transformation, puisque donc, je suis aussi allée me former à la permaculture. J'ai changé de lieu, j'habite maintenant, enfin j'étais déjà à la campagne, mais j'habite dans un lieu avec beaucoup de terrain et je rentre dans une logique de vie plus permaculturelle. Alors, c'est un chemin, mais pour essayer de réduire mon impact dans mon environnement. Et puis, professionnellement, je me suis dit, moi, dans mon reste à faire, j'ai vraiment envie de mettre mes compétences de femme d'entreprise, mes compétences de coach, de manager, etc. et toute mon énergie au service de la transformation de l'entreprise vers un plus grand soin à la planète et toujours un grand soin aux hommes. Donc voilà, c'est ce qui m'a amené à proposer ces parcours et à faire la rencontre. Je suis venue à la Fontaine-au-Breton il y a 1 an et puis je suis venue voir Mathieu en lui disant, voilà, moi j'ai envie de monter quelque chose qui va faire ce mélange entre l'accompagnement des entreprises et la permaculture, parce que je crois qu'il y a vraiment un vrai beau chemin à partager. Et c'est ce qui nous a amené à proposer donc les ateliers Humus. Donc nos ateliers sont des expériences du vivant pour visiter l'entreprise autrement. Donc d'aller regarder la permaculture comme étant, donc comme c'est un modèle, on va le voir, de durabilité intrinsèquement, de voir comment ce modèle peut inspirer les entreprises pour être à la fois des organisations peut-être plus vivantes et des entreprises peut-être plus régénératrices. Donc, mais sans rentrer pour le moment dans le détail, on a plutôt envie de vous donner tout de suite la parole et de savoir, écoutez, ce matin, vous, qu'est-ce qui vous amène? Parce que voilà, nous, on vient de vous dire pourquoi on est là. Donc, si c'est OK pour vous, j'aurais envie d'arrêter le partage et de vous demander dans le chat de nous écrire quelques mots sur la raison qui vous amène ce matin à ce webinaire. Voilà, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur votre envie d'être là ce matin? Dans le chat, donc vous voyez la petite bulle de discussion, vous pouvez nous écrire et nous dire, voilà, qu'est-ce qui fait que vous avez eu envie de venir ce matin? Alors, qui nous dit quoi? Curieux d'une approche, Frédéric, d'une approche d'organisation inspirée de la nature. Yannick, bonjour Yannick. On ne vous voit pas tous, parce que vous êtes cachés derrière des écrans noirs et c'est plutôt pas trop mal pour la planète, même si pour nous c'est un peu moins sympa. Mais voilà, il faut user de la bande passante avec parcimonie, le numérique étant... Alors, qu'est-ce qui fait que vous êtes venu? Pourquoi vous êtes là ce matin? Alice nous dit découvrir plus précisément ce qu'est la permaculture et quel parallèle avec l'organisation. Jérémy, découvrir le lien permaculture-entreprise.
Aurélie, la curiosité dans le domaine dont j'entends parler de plus en plus et qui m'attire. Anne-Laure, un intérêt pour la permaculture en tant que gestion du jardin potager environnement, mais super intéressée sur le fait de l'appliquer à la gestion de l'entreprise, au management de la durabilité. Parcours personnel aligné avec nouvelle place dans l'entreprise engagée. L'envie d'aller plus loin. Ok, super. Nadège, envie d'inspiration pour réussir à infuser l'esprit permacole au milieu des organisations. Marc, hello Jenny. Alors mon prénom c'est Christiane, mais c'est vrai que Jenny ça pourrait. Salut Marc. Je trouve votre initiative chouette. Je viens de venir où vous en êtes dans ce que vous faites. Ouais, super. Écoutez, partagez. Salut Alexandre, ça me fait plaisir de te voir. Écoutez, partagez ma vision autour des abeilles. Ouais, super. Solange, référente qualité dans un établissement d'enseignement. J'accompagne ponctuellement les équipes. Permaculture égale cohérence. Ça fait sens. Ok. Charlotte, connexion permaculture. Salut Charlotte. Et entreprise, goûtez votre joie. Olivier, à quoi la permaculture peut concrètement avoir un impact sur le fonctionnement de l'entreprise. Ok, donc beaucoup de liens entre l'entreprise et la permaculture, ça tombe bien, c'est ce dont on va parler ce matin. Merci pour tout ça. J'espère que... Et Sophie, bonjour chère Sophie. Pour l'inspiration, on espère que ça va être inspirant. En tout cas, pour nous, déjà, c'est un grand plaisir d'être là. Alors, je vais vous repartager mon écran. Et donc, hop. Donc, ce matin, qu'est-ce qu'on a prévu? Je pense que ça devrait être en lien avec ce que vous venez de nous dire. On s'est dit, on va d'abord faire connaissance. C'est ce qu'on vient de faire un peu rapidement, même si, comme vous êtes un peu nombreux, on ne peut hélas pas vous prendre le temps de vous rencontrer chacun. On va parler de permaculture et puis on va surtout essayer de vous faire vivre une expérience parce qu'effectivement, dans notre proposition, dans nos ateliers, une part essentielle, c'est l'expérience du vivant qu'on peut vous proposer. Alors là, c'est un peu un challenge, on va essayer de vous la faire vivre en mode à distance, donc c'est quand même, c'est quand même pas rien, mais on va essayer quand même. Ensuite, on fera un temps de transposition et c'est vous qui allez travailler à ce moment-là pour imaginer comment on peut transposer cette expérience dans le monde de l'entreprise. Et puis, dans 1h30 maximum, on sera à la conclusion et on essaiera de voir avec quoi nous repartons. Parce que nous, on est aussi très preneurs de vos feedbacks. Et d'ailleurs, on vous proposera de nous répondre à un petit questionnaire parce que en permaculture, comme en management, le feedback, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Voilà. Alors, donc, Mathieu, je pense que je vais te passer la parole pour que tu nous dises un mot de la permaculture. Je garde un œil sur mon timing pour voir si on est dans les clous. On est dans les clous pour l'instant, Christiane. Super, génial. Merci. Donc, merci à tous pour vos réponses. Ça m'a permis de voir que vous étiez quand même assez nombreux à avoir en tout cas entendu parler de la permaculture et d'en avoir une image, une vision assez globale. Il y a l'aspect potager qui est ressorti, mais vous étiez beaucoup sur le lien avec l'entreprise, donc c'est vraiment bien. Effectivement, la première chose qui était importante de dire sur la permaculture, c'est que, comme vous le voyez à l'écran, est-ce que la permaculture, c'est la culture sur but? Eh bien, en fait, la réponse est non, parce que la permaculture n'est pas une technique de jardinage en tant que telle, bien que souvent elle soit réduite à cela. On entend souvent parler de la permaculture dans le potager, dans le jardin, mais finalement, ce n'est que prendre un tout petit bout de la lorgnette pour appréhender ce qu'est la permaculture, et on va voir que la permaculture, c'est quelque chose de bien plus global, bien plus vaste que la simple application au potager, parce que finalement, la permaculture, c'est une philosophie de vie à part entière, une philosophie de vie qui a été posée par les concepteurs de la permaculture, donc David Holmgren et Bill Mollison, donc 2 Australiens dans les années 70 qui ont développé ce concept de permaculture. Et en fait, ces deux fondateurs, ils sont partis effectivement de l'agriculture. Ils ont fait un constat que le modèle agricole qui se développait dans les années 60-70 n'était pas viable d'un point de vue écologique à terme et d'un point de vue énergétique.
ils consommaient beaucoup plus d'énergie qu'ils n'en produisaient sous forme d'alimentation. Et donc, ils ont essayé de penser une nouvelle manière de concevoir des systèmes agricoles qui soient résilients et efficaces d'un point de vue en production et d'un point de vue énergétique. Donc, ça part de l'agriculture, mais on va voir que ils sont à partir de là, ce qui fait la singularité de la permaculture, c'est qu'ils ont développé un cadre éthique. Le permaculteur, c'est un cadre éthique qui agit comme une boussole pour le permaculteur. Donc, ces éthiques, elles sont au nombre de 3. On a prendre soin de la terre, prendre soin des humains et partager équitablement les ressources. Et ça, c'est vraiment le cadre éthique dans lequel le permaculteur ou la personne qui souhaite s'engager dans une démarche de permaculture se met dans ce cadre-là. Et donc, ces concepteurs ont essayé de comprendre, en observant les milieux naturels, les écosystèmes naturels, ils ont essayé de dégager plusieurs principes qui pouvaient faire office de règles du jeu pour concevoir nos systèmes à nous, donc des systèmes agricoles, mais on va le voir aussi d'autres systèmes, qui puissent s'inspirer du fonctionnement des écosystèmes naturels. Et on a aujourd'hui, au fur et à mesure des décennies, on a 12 principes qui ont été développés par Bill Mollison et David Holmgren, que vous avez sous les yeux à l'instant, et qui sont des principes vraiment issus du fonctionnement des écosystèmes naturels et que l'on peut prendre comme règle du jeu pour concevoir nos systèmes humains à nous. Et donc finalement, ces principes, ils s'agencent dans une méthodologie design qui est l'outil au cœur de la permaculture, le design, et qui a pour objectif, et ça c'est l'objectif, c'est même la définition de la permaculture, de concevoir des systèmes qui soient efficaces, c'est-à-dire productifs, et énergétiquement avec un bilan positif, c'est-à-dire qu'on produit plus d'énergie au final que ce que l'on consomme au départ, et puis qui soient résilients, c'est-à-dire qu'ils n'affectent pas l'environnement dans lequel ils se déploient, pour répondre aux besoins des êtres humains, tout en régénérant le vivant, les sols, les liens sociaux, l'air, l'eau, etc. Donc c'est vraiment ça la démarche de la permaculture, avec une méthodologie de design qui permet d'ancrer l'éthique, le cadre éthique que je vous ai partagé tout à l'heure, de l'ancrer avec les principes dans l'action. Et c'est vraiment ça qui est intéressant avec la permaculture, c'est que on passe d'une vision éthique avec des principes qui peuvent paraître très abstraits, ou en tout cas qui peuvent paraître très théoriques, à la pratique concrète dans l'action et sur le terrain immédiat. Et Mathieu, peut-être sur cette fleur-là qu'on voit de la permaculture, on exprime le fait que ce design, il peut s'appliquer à des périmètres qui sont très très vastes et qui vont au-delà du jardin pur. Hein, on peut parler de permaculture et de design de permaculture sur de l'habitat, sur des outils, sur la culture, l'enseignement, l'école, la santé, la finance, la gouvernance. Donc, le champ d'application de la permaculture, en fait, c'est vraiment la culture au sens très large. Quand on dit permaculture, c'est pas agriculture seulement, c'est permanent culture au sens culture, la culture humaine, durable, permanente. Voilà, ça s'applique à tous ces périmètres. Ce que vous avez en fait sous les yeux, c'est ce qu'on appelle la fleur permaculturelle. Vous avez au centre l'éthique et les principes de conception qui sont vraiment au cœur de la permaculture et qui vont être communs à tous les permaculteurs. Mais dans chaque pétale, vous allez pouvoir vous déployer dans différentes thématiques dans lesquelles vous allez pouvoir apporter l'outil permaculturel, donc effectivement l'habitat, le foncier, la gouvernance, la finance, l'économie. Et vous avez ensuite des permaculteurs qui vont se spécialiser dans chacune de ces pétales, si bien qu'il y a beaucoup de permaculteurs qui, dans toute leur approche, ne sont pas du tout en lien avec le sol ou en lien avec le vivant en dehors de la production alimentaire. C'est par exemple des permaculteurs qui vont être spécialisés dans la pétale outils et technologies et donc du coup qui vont développer des outils, des techniques low-tech souvent, mais qui permettent de répondre à des besoins humains liés à la pratique d'outils, à la technologie, mais dans le cadre de l'éthique et des principes de permaculture. Voilà. Donc, c'est très rapide, hein, parce qu'on n'a pas le temps de
il faudrait une vie, mais ça vous donne au moins voilà, le cadre dans lequel s'inscrit cette permaculture. Et l'idée, c'est que bien, la question qu'on se pose ce matin, et c'est l'objet de ce webinaire, c'est et si la permaculture inspirait l'entreprise, hein. Et donc, il y a plusieurs manières pour se poser la question et de faire ce lien. La première, qui est peut-être pas la plus simple, hein, c'est de se dire une entreprise permaculturelle pourrait se questionner sur sa finalité, hein. Donc, intégrer la philosophie de la permaculture, ça voudrait dire, donc, bien évidemment, intégrer ces grands enjeux de consommation de ressources, de régénération de la biodiversité, de réduction des fractures sociales, etc. Et bien, tous ces éléments-là peuvent venir re-questionner la raison d'être de l'entreprise. Donc, une entreprise permaculturelle pourrait se poser des questions, du coup, sur ce qu'elle produit. Est-ce que ce qu'elle produit a un impact positif sur tous ces éléments, la planète, les hommes? Est-ce que ça contribue à être régénérateur de l'écosystème, ou est-ce qu'au contraire, la production ou la finalité, la raison d'être de l'entreprise, elle est plutôt destructrice de son écosystème? J'avais un exemple, alors je ne me souviens plus du nom de l'entreprise, mais d'une entreprise qui fabriquait, enfin qui était spécialisée dans l'étanchéisation des toitures à base de produits plutôt de type goudron et autres, enfin issus du pétrole, et qui s'est transformée dans sa finalité en se disant, nous, notre produit n'est pas très vertueux pour la planète, et ils se sont mis à faire des toitures végétalisées. Et donc, la toiture végétalisée, du coup, elle est vertueuse à de nombreux égards. Elle isole les bâtiments, donc permet de moins consommer d'énergie. Elle permet aussi de développer possiblement de la biodiversité. Aujourd'hui, c'est des choses qui sont à l'étude. Et donc, on est dans quelque chose qui est plus vertueux. L'entreprise qui serait à se questionner sur ce serait quoi le sens pour moi de me transformer, de transformer ma raison d'être, pourrait aussi se questionner sur comment mon existence vient nourrir la dynamique de mon territoire, par exemple. L'entreprise permaculturelle va en fait être plus à se questionner au-delà de c'est quoi mes résultats en termes d'activité, chiffre d'affaires et autres, ou en termes de résultats financiers. Elle va se questionner sur c'est quoi mon impact. Et je crois que ça, c'est vraiment une notion qui est très importante, c'est d'aller regarder quel est l'impact de ma présence dans mon endroit, dans mon écosystème, ou la présence de mon activité. Et ce faisant, en général, quand l'entreprise se questionne sur sa finalité, son impact, elle apporte une entreprise permaculturelle, elle va aussi nourrir le sens pour ses collaborateurs. Aujourd'hui, on sait que chez les jeunes en particulier, certaines entreprises sont très questionnées dans leur capacité à attirer des jeunes générations, et pas que, du fait des produits qu'elles produisent ou de leur raison d'être. Et qu'aujourd'hui, il y a une vraie attente des jeunes générations sur l'engagement éthique des entreprises, mais y compris jusque dans à quoi elles servent. Mathieu, peut-être un mot justement, parlons un peu plus de La Fontaine-au-Breton, l'éco-domaine de La Fontaine-au-Breton. Donc, La Fontaine-au-Breton s'est transformée, est en cours de transformation pour devenir l'éco-domaine. En termes de finalité, qu'est-ce que ça veut dire du coup ? Alors effectivement, pour ceux qui ne connaissent pas La Fontaine-au-Breton, c'est depuis 20 ans un hôtel-restaurant sur un domaine de 12 hectares qui a fonctionné en tant que tel pendant une vingtaine d'années, mais qui a été ensuite racheté il y a de cela 1 an et demi par Alexandre Gérard, donc le dirigeant du groupe Innovon sur la région nantaise. Et donc, la finalité aujourd'hui de La Fontaine-au-Breton, c'est quoi dans le cap dans lequel on s'inscrit? Eh bien, c'est le cap qui a été fixé également au sein du groupe Innovon, qui est engagé ensemble pour un monde meilleur. Et donc, concrètement, c'est comment développer l'économie régénérative ici sur La Fontaine-au-Breton. Donc, c'est se questionner effectivement sur la finalité de l'entreprise, c'est-à-dire
avoir une économie régénérative aussi pour le lieu, c'est-à-dire sur les 12 hectares, comment on fait pour régénérer le paysage, comment on fait pour régénérer la biodiversité sur le site même de la Fontaine-au-Breton, mais aussi pour avoir un impact positif sur des porteurs d'initiatives qui auraient des initiatives identiques ou similaires à ce qui est fait à la Fontaine-au-Breton et de pouvoir inspirer ensuite d'autres personnes qui voudraient réaliser des choses similaires voilà, autour de nous, à plus ou moins loin géographiquement. Donc, c'est ça la finalité aujourd'hui, le projet à la FAB, c'est de pouvoir développer l'économie régénérative, donc à la fois sur le lieu lui-même en régénérant l'écosystème, mais aussi au sein des activités de la fontaine qui sont la résidence, l'hôtellerie, la restauration et la production, la microferme avec la production alimentaire et des animaux. Et bien, comment on peut aussi pouvoir régénérer les liens sociaux entre les salariés, entre les personnels qui sont dans ces trois activités-là, et comment on peut aussi recréer, ou en tout cas pouvoir développer régénérer, c'est vraiment ça le mot qui est très important en permaculture, régénérer par exemple le lien entre les personnes qui travaillent sur un site, comment on fait pour être au-delà d'être de simples collègues, mais d'être des acteurs sur un site qui est en train de se transformer et d'avoir un impact positif. Et du coup, on peut assez naturellement parler du deuxième point, qui est de se dire l'entreprise qui s'inspire de la permaculture, c'est ce que tu évoques là, Mathieu, sur la manière en fait de vivre l'entreprise au quotidien. Donc, c'est ce que moi j'appelle le chemin en fait. Hein. Donc, une entreprise permaculturelle, elle peut aussi mettre en œuvre les principes de la permaculture dans la manière qu'elle va avoir de vivre tous les jours, son mode de fonctionnement, comment elle prend soin des hommes et des femmes de l'entreprise, comment elle re-questionne éventuellement son management sur sa manière de faire pour être respectueuse des principes de la permaculture. Comment elle gère aussi au quotidien ses besoins et ses ressources pour ne pas consommer plus que ce qu'on a et pour progressivement amener à mettre le lieu dans ce mouvement de résilience et de régénération de l'écosystème. Donc, la finalité ou le chemin, et j'ai envie de dire, en fait, en permaculture, on est dans une approche systémique. Donc, on ne peut pas séparer les choses. Moi, j'avais par exemple, j'avais l'exemple d'une entreprise qui fabrique des batteries pour du transport collectif, des autobus, etc. Donc, la finalité de l'entreprise, elle est plutôt vertueuse au sens où elle développe du transport qui est à moindre impact carbone, on va dire. Et en même temps, donc là, on est sur une finalité plutôt permaculturelle, et en même temps, dans leur manière de vivre au quotidien, ils n'étaient pas du tout dans la prise en compte des enjeux écologiques, ils ne triaient rien et tout. Donc, il y avait un énorme hiatus entre la finalité et le chemin. Et en permaculture, c'est forcément une éthique qui va rayonner sur l'ensemble des dimensions quand on rentre dans ce chemin, et c'est vrai dans la vie privée, hein, quand on se met dans ce mouvement-là pour soi, on voit assez vite que c'est pas juste le jardin qu'on va faire en mode permaculturel, c'est globalement cette philosophie de vie dans laquelle on s'inscrit en partant de là où on est, hein, mais sans avoir de frontières. Donc, je crois que c'est vraiment important. Alors, c'est l'esprit des ateliers qu'on emmène avec Mathieu, hein, qui est de dire, voilà, on va proposer à nos clients des moments de rencontre entre la permaculture et l'entreprise. On a deux partis pris qui sont importants. Le premier, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, c'est on souhaite vraiment faire vivre l'expérience en les composantes du lieu, parce qu'on va vous faire ressentir, toucher, se reconnecter à soi, se reconnecter à la nature, parce que quand on parle de vivant, le vivant, ça se vit. Donc, ça se vit avec tous les sens. Et on commence par là avant de travailler avec la tête. Hein. Donc, c'est vraiment un parti pris important pour nous. Le deuxième parti pris, c'est que chacun est là où il est. Et il a raison d'être là où il est. C'est-à-dire qu'on n'a pas de jugement.
Il n'y a pas de mauvaise place. L'important pour nous, c'est par contre le mouvement, c'est de se mettre en mouvement et de faire des pas et d'avancer. Voilà. Donc, c'est ce qu'on vous propose de faire quand on emmène des ateliers Humus. On va essayer de faire un petit bout de ça ce matin. Alors, c'est un petit challenge parce qu'en 1 heure et demie, expérimenter le vivant, c'est pas simple, mais on va quand même essayer. On voudrait vraiment dire encore un grand merci au MFQM de nous donner ces espaces de temps parce que c'est vraiment une grande chance d'être là pour partager tous ensemble là, sur ce sujet de la permaculture. Voilà. J'espère que ma connexion reste bonne parce que j'ai des petits messages de temps en temps qui me disent que c'est instable. C'est un petit peu coupé, mais on t'a compris. Ok, super, merci Delphine. Donc si ça vous va, on va tenter une expérience. Alors, elle n'est pas vraiment hors sol, même si on est derrière des ordinateurs et qu'on n'est pas complètement les mains dans la terre. On va vous proposer une expérience qui va avoir un lien avec le sol. On va vous faire visualiser 2 vidéos. Alors, sur Zoom, les vidéos, c'est pourri. Donc, on va vous mettre un lien dans le chat vers la vidéo qui est sur YouTube. On vous invitera à couper vos micros si ce n'est pas le cas. Donc, de tous couper vos micros pour pas qu'il y ait d'interférence. Delphine, si jamais il y a des micros qui ne sont pas coupés, je pense que ça peut être pas mal de s'assurer que tu les coupes à distance. Je crois que c'est possible. Regardez vraiment attentivement cette vidéo, voir ce qui se passe. Si vous étiez sur place, on vous le ferait vivre grandeur nature, mais là, vous allez le vivre en vidéo. Vous regardez cette vidéo et vous allez répondre aux 4 questions pour vous. Vous pouvez prendre un papier. Qu'est-ce que vous avez vu ou observé sur cette vidéo? De votre point de vue, qu'est-ce qui se passe à cet endroit? Qu'est-ce que vous ressentez si vous ressentez quelque chose en voyant cette vidéo? Et puis, si vous aviez un adjectif associé à ces images. Donc, je vous invite éventuellement à noter ces 4 questions. Je pourrais les prendre et les remettre dans le chat aussi. Et la proposition, c'est que vous soyez donc en sous-groupe pendant 15 minutes et que pour ce temps de sous-groupe, vous reveniez en fin de sous-groupe avec 3 choses. Une idée, c'est quoi une pratique en entreprise de type sol nu? Une idée en entreprise, une pratique de type sol vivant, c'est quoi? Et une idée sur si on voulait que l'entreprise fasse un pas de plus pour consolider sa pratique de sol vivant, ça serait quoi? C'est bon, vous m'avez entendu? Oui, c'est bon, c'est bon. Alors, nous allons partager justement sur cette expérience. Donc, j'ai vu pas mal de commentaires déjà dans les chats. Est-ce qu'il y en a qui veulent? Donc, on va essayer de lire. Alors, moi, je ne vois plus le chat, bien sûr. Quand je partage mon écran, je ne sais pas, Mathieu, si tu peux lire un peu les différents éléments du chat. Qu'est-ce que vous avez vu, ressenti? Je te passe la main, Mathieu. Très bien. Alors, il y a eu pas mal de réponses sur le chat sur ce que vous aviez vu. Il y a eu beaucoup d'épaillage de la vie. Vous avez mis des vers de terre. Vous avez mis, deuxième vidéo, une tranchée dans un champ cultivé et la terre très sèche sans vie, Yannick. Frédéric, sol A, on voit de la biodiversité tout en microcosme vivant. Le sol B, c'est compact, c'est mort, c'est triste. C'est fort comme mot. Florence qui nous dit un cœur de vie de terre versus un cœur de pierre de terrain. C'est joliment dit. On a Jérémy qui nous dit en 2 de culture intensive, sol sec, mort, pas de vie. Christine, la 1 c'est la vie, la 2 c'est rien. Anne qui nous dit j'ai vu des pailles coupées et craquantes et un monde vivant très riche, vers de terre, etc. Et un sol B très sec et aride.
Solange qui nous dit conditions propices à la vie, absence de bonnes conditions dans la seconde vidéo, j'imagine. Et Laetitia qui nous dit sol A, ressenti, curiosité sur comment cela fonctionne et adjectif vivant. L'adjectif est déjà ressorti aussi tout à l'heure. Super. Je propose peut-être, Mathieu, si c'est OK pour toi, qu'on dise quelques mots effectivement sous l'angle, le regard perma de ces deux univers. Alors effectivement, vous avez été nombreux à le dire, l'adjectif vivant. Dans la première vidéo, vous aviez un sol vivant. Alors qu'est-ce qu'un sol vivant? Eh bien, c'est tout simplement l'état naturel du sol. C'est le sol de forêt ou un sol de prairie. Et c'est un sol qui a la particularité de grandir avec le temps, qui s'améliore avec le temps, parce qu'il héberge une multitude d'animaux visibles et invisibles, et qui sont eux-mêmes protégés par une couverture permanente, soit de l'herbe, soit des feuilles mortes, soit de la paille. Mais vous avez une couverture permanente qui protège toute cette vie du sol, qui travaille dans ce sol, et qui a pour principale fonction de recycler tous les déchets organiques qui tombent sur ce sol, des restes de plantes, mais aussi des cadavres d'animaux, et qui les transforme en ressources pour les plantes et les animaux sur place. Donc ça forme un cycle fermé, et qui va produire les conditions d'une plus grande fertilité d'année en année. Ça, c'est la première vidéo, c'est le sol vivant que vous avez vu. La deuxième vidéo, le sol nu, c'est une anomalie. Et c'est une anomalie d'origine humaine. Le sol nu n'existe pas dans l'écosystème naturel, ou du moins il existe de manière très ponctuelle, mais il est très vite corrigé. Donc un sol nu est une anomalie, et c'est vraiment important de s'en rendre compte. Il est dû à un travail excessif du sol et à des pratiques de monoculture intensive. Et il a pour principale caractéristique de détruire toutes les bactéries et les champignons du sol par l'exposition aux rayons UV du soleil, et puis pourtant qui sont à la base de la structure et de la fertilité des sols, ces champignons et ces bactéries. Et donc du coup, nécessairement, on a la nécessité d'ajouter des engrais, d'ajouter des pesticides, d'ajouter des herbicides, bref, d'ajouter des choses qui vont aider les plantes à pousser dans un sol nu, parce qu'un sol nu est un sol qui est mort ou en train de mourir. Et un sol mort et qui est en train de mourir, c'est un sol qui s'érode progressivement. Donc voilà un peu la différence entre les deux vidéos que vous avez pu voir et les deux contextes que ça produit derrière pour le vivant, pour les plantes et les animaux qui vivent sur ce sol-là. Et donc pour continuer, je vais redonner la parole à Christiane, juste avant de vous exposer donc effectivement quelques principes de permaculture, on en parlait tout à l'heure, mais dans la vidéo numéro 1, donc le sol vivant, vous avez pu voir en action, dans le réel, les principes de permaculture qui sont affichés ici, c'est-à-dire collecter et stocker l'énergie avec les plantes qui captent et qui stockent l'énergie du soleil et qui la donnent aux animaux du sol. Vous avez aussi les principes 3 de la permaculture qui est de créer une production, c'est-à-dire que sur un sol vivant, vous avez toujours une production qui est en train d'être créée sous forme de végétaux, sous forme d'animaux. Vous avez utilisé et valorisé les ressources renouvelables, utiliser des solutions lentes et à petite échelle. Donc là, c'est des principes qui sont très importants en permaculture. Et puis, utiliser et valoriser la diversité. On voit bien que dans la vidéo 1, on a une diversité qui est sur place et qui permet au milieu d'être de plus en plus vivant et donc de plus en plus fertile et donc de plus en plus productif. Ce que vous n'avez pas dans la vidéo 2, vous n'avez pas de diversité et donc par là même, vous n'avez pas de production derrière, de fertilité supplémentaire dans un sol comme le sol mort qu'on a vu en vidéo 2. Et on peut dire, Mathieu, que là, on a vu dans la vidéo, on voit principalement les vers de terre, les cloportes. Donc, à l'œil nu, il y a ce que tu dis aussi des organismes vivants qui sont invisibles, donc les bactéries, les champignons, etc. Et que chacun a son rôle dans la transformation des différents nutriments qui vont venir ensuite être disponibles et nourrir les plantes, donc dans un cycle fermé. Mais on a vraiment ce qu'on a vu à l'œil nu, mais il y a aussi tout ce qui est invisible et cette fertilité-là qui est vraiment essentielle à la vie, en fait. Ce qui est invisible est d'autant plus important que ce qui est visible. Et c'est ça qui est intéressant et qui va nous intéresser dans la suite quand on va transposer dans l'entreprise avec toi, Christiane, c'est-à-dire à partir de ces deux vidéos-là, comment on peut en dégager
des apprentissages, des principes qui vont pouvoir nous aider à le transposer dans l'entreprise. Voilà. Donc, c'est l'atelier qu'on va vous proposer parce que donc du coup, on va vous faire réfléchir. Donc, vous avez vu ces deux approches et ces deux écosystèmes vivants ou nus. Et la proposition, c'est qu'on va vous proposer d'être en sous-groupe, donc de 5 ou de 6, de 5 ou 6, enfin, ouais, vous êtes 30, très bien. On va faire des groupes de 5. Et puis, on va vous proposer de réfléchir entre vous à cette question. À quel moment, dans ces pratiques, l'entreprise est-elle tantôt sol nu ou tantôt sol vivant? Dans ces pratiques, à quel moment l'entreprise, elle est plutôt tantôt à avoir des pratiques de type sol nu ou des pratiques de type sol vivant? Un temps d'écho collectif, racontez-nous. Donc, l'idée, c'est peut-être, alors c'est vrai qu'on n'avait pas dit un porte-parole ou autre, mais on va y aller en mode un peu popcorn, comme on dit. Partagez, qu'est-ce que vous avez eu comme idée qui illustre l'entreprise dans ses pratiques? Alors, on va commencer par le sol nu, peut-être, qui n'est peut-être pas le plus enthousiasmant. Qu'est-ce qui vous est venu, s'il y a des choses qui vous sont venues sur cette pratique ou sur ces pratiques de type plutôt sol nu entre entreprises? Est-ce que vous avez des choses à me partager? C'est Olivier là, du coup je vais parler pour mon groupe. Oui, avec plaisir. En fait, pour moi j'ai noté 2 sujets principaux sur le sol nu. Il y a d'abord les réunions qui peuvent être improductives et qui du coup empêchent les échanges ou empêchent de créer. Et puis l'autre sujet, c'était les entretiens annuels qui sont individualisés et qui du coup, pareil, vont dans un sens de séparation plus que de travailler ensemble. Ok, wow, intéressant. Mais à contrario ça serait quoi une pratique sol vivant autour des entretiens pro? Alors, ça a été le sujet évoqué, ça a été le fait de travailler les objectifs, les bilans à plusieurs, du coup en équipe et pas simplement en passant par une personne unique qui est le manager. Super, merci. Super. Et pour les entretiens, il y a 2 sujets qui sont sortis. Il y a un top 5 qui a été présenté. Top 5, en fait, ça sera peut-être mieux que ce soit la personne qui en parle. Et puis sinon, des réunions avec documents partagés, des réunions plus collaboratives sur lesquelles qui permettent de générer beaucoup plus d'idées et qui sont moins dépendantes de la hiérarchie. Je le résume comme ça, mais après, oui. on plus d'informations. Ok, super. D'autres choses qui nous partagent? On peut peut-être faire, c'est ça, un feedback un peu global. Sol nu, sol vivant, et puis les idées comme ça me permet d'aller peut-être un peu plus vite. Bon, bonjour, c'est Isabelle. On m'a nommé le porte-parole du groupe, donc je me permets. Bonjour Isabelle. Du coup, nous, les idées sur l'entreprise sol nu, ça a été une entreprise qui n'a pas de projet, qui travaille en silo, qui instaure un climat de peur, qui ne développe pas de partenariat, qui vit sur ses acquis et qui n'est pas ouverte sur le monde. Et on a retenu l'idée, c'est une entreprise où les prises de décision se font de manière non concertée. En sol vivant, on n'a qu'à faire directement la deuxième. En sol vivant, donc on a surtout parlé de partage, de dimension collaborative où chacun est acteur. Ok, le collectif. Tout à fait. Comme le col en bol, le cloporte et le ver de terre, chacun son rôle. Ok. Qui d'autre? Qui a envie de partager? Alors, je peux peut-être partager ce que le groupe a évoqué, mais même si on n'a pas défini de porte-parole. Donc, je vais laisser mes collègues ajouter si elles veulent. Mais beaucoup de choses, tout a été dit, beaucoup de choses ont été dites. Nous, on a évoqué en interne à l'entreprise un management directif qui caractériserait un sol nu, une pratique sol nu, où finalement on ne se nourrit pas de la différence des collaborateurs, de ce que les collaborateurs peuvent apporter. Pas de coopération, pas de participation au projet, par exemple. Et puis, si on se tourne vers l'extérieur, pas d'interaction avec les parties prenantes. Voilà, on vit en vase clos, finalement, à contrario d'un sol vivant, où là, l'entreprise, elle noue des relations responsables avec ses fournisseurs, avec ses parties prenantes extérieures, d'une façon générale.
Et puis, elle mène des projets sous un mode participatif. Voilà, elle est ouverte. Ok, je prends des notes en même temps. Super, effectivement, la notion d'écosystème un peu large, hein. C'est vrai que dans l'entreprise, on peut être parfois dans un fonctionnement, on se dit l'entreprise, ben voilà, c'est le périmètre, c'est chez nous. Et en fait, en permaculture, l'écosystème, il est forcément ouvert et interconnecté. Il n'y a pas de frontières qui délimitent. Il y a des cadres, bien évidemment, mais la connexion et la relation qu'on va avoir en frontière avec son écosystème, elle est vraiment essentielle. Donc, d'aller avec les fournisseurs, les clients, qu'est-ce qui se passe dans ces interactions-là, dans ces échanges-là, et comment ça nourrit le sol de l'entreprise, le sol vivant. Okay. Ouverture. Merci beaucoup. Qui a envie de partager encore tous les groupes ne se sont pas exprimés. Qui s'exprime? Qui a envie de dire? Bonjour, je vais prendre la parole pour le groupe. Merci. Nous, on était un petit peu aussi sur la même ligne d'idées, avec sur un sol nu, un travail intensif, une pression mentale sur les équipes, une pression trop forte, un manque de communication. Et puis, le sol vivant, ça serait plutôt l'écoute des autres, profiter de la diversité des collaborateurs, avoir éventuellement une politique de qualité de vie au travail. Éco-concevoir et co-construire voilà, les services ou les produits. On avait parlé aussi d'implantation sur le territoire et de la prise en compte des parties prenantes. D'accord, ok. L'éco-conception des produits. Oui. L'économie des ressources, enfin, ou la prise en compte que entre le besoin et la ressource sur l'écosystème, comment on s'assure de ne pas prélever plus que ce qu'on a en fait. Oui, et bien à l'écoute des besoins aussi, des besoins voilà, je suis dans une société de services, de santé, donc voilà, des besoins des personnes, quoi. Oui. D'autres choses qui vous sont venues? Le dernier groupe peut-être? Enfin, j'ai l'impression qu'on a eu 4 feedbacks. 1, 2, 3, 4. Est-ce que le 5e groupe? Je ne sais pas si on avait 5 groupes actifs en fait. Il y avait quelques... En fait, Christiane, dans le groupe numéro 4, il y a eu un parallèle de fait entre le sol nu qui peut être un recrutement de collaborateurs assez stérile. C'est-à-dire on recrute sur un CV, des choses établies, des écoles, des systèmes et des choses qui peuvent être rassurantes. À l'inverse d'un sol vivant où on peut, à l'inverse, recruter plutôt la personne, ses différences, ses, entre guillemets, l'herbe folle. C'est de se dire, est-ce qu'il faut recruter stéréotype, c'est-à-dire terre nue, et on recrute la même chose dans les mêmes écoles, dans les mêmes systèmes, ou est-ce qu'on peut un peu sortir des sentiers battus et plus se baser sur l'individu, ses différences et ce qu'il va apporter au collectif, plutôt de le mettre dans des silos et dans des fonctions. C'est vrai que d'une certaine... C'est super intéressant ce parallèle un peu de monoculture. Hein, comment en agriculture, la monoculture, c'est quelque chose qui est a priori plus productif et donc on se dit c'est là qu'on va parce que voilà, c'est des schémas dans lesquels on s'est rassuré d'une certaine manière à la sortie de la guerre, enfin pour être sûr qu'on allait donner à manger à tout le monde un peu. Hein. Et je trouve ça intéressant le parallèle avec la monoculture ou la réassurance qu'on peut avoir dans des profils qu'on connaît déjà et parce qu'on sait reproduire. On sait reproduire et du coup, ça nous sécurise. Et quelque part, ça veut dire que la diversité au départ, elle a quelque chose d'aller dans le sol, elle est naturelle. Dans l'entreprise, il y a comme quand même une énergie à avoir, une volonté pour rendre ça possible. C'est vrai qu'on parle de politique de diversité, enfin, de quotas, de choses comme ça, enfin, comme s'il fallait forcer le système. Il faut forcer le système un peu quelque part dans l'entreprise pour que la diversité naturelle, supposer qu'elle existe, puisse vivre. En fait. On est sans doute à beaucoup d'endroits dans de la réassurance de type un peu monoculture,
parce qu'on a sans doute aussi pas beaucoup de pratiques de cette diversité avec tout ce qu'elle comporte de non-maîtrise, de plus grande incertitude, en fait. Hein. Et donc, il y a quelque chose... le vivant, il est incertain, il est beaucoup plus imprévisible, il oblige à être dans l'observation en permanence. Là où, quelque part, la programmation, le schéma reproductible rassure le mental, mais en fait, il a quelque chose de pas naturel, au fond. Super intéressant. Quelle heure est-il? Parce qu'on pourrait oublier le timing et je voudrais quand même pas. Il est d'autres feedbacks super intéressants sur cet écho-là, de ce parallèle. Ah, pourquoi c'est moi qui dois admettre? Non, c'est moi qui dois admettre marqué en salle d'attente. Bon, voilà. Bon, j'ai fait. D'autres choses que vous voulez partager? Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez partager sur ce que vous avez eu de super belles idées de ce parallèle entre le sol vivant, hein, qu'on voit être cette diversité naturelle et ce mode cyclique qui marche tout seul, hein, dans la nature, qui est pas du tout forcément à tous les endroits dans nos modes de fonctionnement dans l'entreprise. Hein. D'autres choses? Non? Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions dans le chat? Est-ce que vous avez d'autres choses à partager? Si c'est OK, donc on arrive à notre temps de conclusion. Donc, on a fait ce petit tour dans cette spirale de forme plus organique qu'un ordre du jour linéaire. Vous voyez, le vivant, les formes du vivant sont plus circulaires, sont plus rondes, il y a beaucoup de choses, hein, autour des patterns, ce qu'on appelle en permaculture, qui est comment on regarde justement ces formes dans le vivant, qui ont toute une fonction bien particulière et qui produisent des choses. D'ailleurs, je trouve que en écho à la diversité, moi, un des concepts qui vraiment me touche beaucoup dans le vivant, c'est justement la notion de bordure, l'effet de bordure qu'il peut y avoir entre un écosystème, par exemple la forêt, et un écosystème, la prairie. À la bordure de la forêt et de la prairie se crée un nouvel écosystème qui n'est ni la forêt ni la prairie, qui est quelque chose d'autre, dans lequel la diversité est beaucoup plus forte, la résilience est beaucoup plus forte, parce que c'est quelque chose qui s'enrichit et qui produit quelque chose de plus que soit la forêt, soit la prairie. Et moi, je trouve que cette rencontre inattendue qui produit quelque chose de très créatif, de très divers, de très résilient et de plus productif, il y a une plus grande production là-dedans, c'est quelque chose qui est vraiment super intéressant et qu'on n'a pas forcément toujours l'occasion de vivre non plus en entreprise. Je faisais le parallèle en me disant, tiens, c'est la même chose quand on fait du théâtre d'impro. Il y en a qui, je ne sais pas s'il y en a qui ont fait déjà du théâtre d'impro, mais ça marche pareil. Dans le théâtre d'improvisation, il y a quelqu'un qui vient avec son système, ses idées, il y en a un autre qui arrive sur scène avec son système, ses idées. Et c'est la rencontre improbable de ces deux choses qui ne pourraient pas exister si ce n'était pas vécu comme ça, qui produit des histoires absolument, mais génialissimes. Donc, dans la nature, voilà, ça marche pareil. Et donc, de favoriser dans les jardins, mais dans l'entreprise, ces endroits de frontières où des univers différents se rencontrent et de rendre ça possible, ce qui n'est pas simple, de rendre ça possible, c'est vraiment des lieux de créativité, de fertilisation incroyable et de résilience. Voilà, j'avais envie de vous partager ça parce que c'est vrai que ce sont des beaux chemins. Donc, nous voilà à la fin de notre temps court autour de la permaculture et des organisations vivantes. Et on a envie de vous dire avec quoi nous repartons, parce qu'on est nourris, on a envie de vous entendre. Donc, comme je vous le disais, je vais vous mettre dans le chat un lien pour un tout petit questionnaire pour récolter à chaud comment vous vous sentez, avec quoi vous repartez, qu'est-ce que vous auriez envie éventuellement de poursuivre, enfin, comment ça résonne pour vous
webinaire. Et puis, juste peut-être un mot pour vous dire, donc, nous, avec Mathieu, c'est le début un peu de l'aventure. Hein, ça fait même pas un an qu'on se connaît. Et puis, donc, ça fait... Voilà, on travaille, on a lancé ces ateliers il y a quelques mois maintenant. Donc, les ateliers Humus, on accompagne donc les entreprises, soit dans leur consolidation de ces pratiques de sol vivant, soit dans l'émergence, enfin faire naître, hein, ou dans le déploiement de leurs projets plus ambitieux de transformation permaculturelle autour de la finalité et de la raison d'être. Donc voilà, donc un grand merci. Je vais vous mettre donc dans le chat maintenant ce lien pour le questionnaire, si vous pouvez prendre quelques minutes avant de nous quitter pour nous donner votre retour. Le feedback est précieux, ça nous aide on est dans l'observation permanente, dans l'ajustement. En permaculture, on agit à petite échelle et on réagit avec créativité. Donc, on va essayer de le faire en se nourrissant de vos feedbacks. On aime bien cette image parce que c'est la nature qui, quelque part, fait faire un pas de côté, mais on préférerait même que ce soit plutôt voilà, la nature totalement épanouie qui nous salue ce matin, avec ce magnifique hérisson qui vous dit merci, un grand, grand merci. Et je vais donc voilà, mettre dans le chat à tout le monde le lien vers notre petit questionnaire. Et puis, il ne me reste qu'à vraiment vous remercier du fond du cœur. Un mot, si certains veulent voilà, nous faire à chaud un mot pour dire avec quoi vous repartez. Encore un grand merci Delphine et le MFQM de nous accueillir et de créer ces espaces où les choses peuvent se faire. Un mot aussi, Mathieu, je sais pas, je te vois plus, moi je suis dans ma petite fenêtre, je ne sais pas si tu es là, si tu es là. Pas nous dire voilà. Moi, je voulais remercier chacun d'entre vous d'avoir participé à ce webinaire aujourd'hui et surtout un petit peu frustré de ne pas pouvoir vous accueillir sur le lieu, sur le site lui-même de la FAB. Et donc, j'espère que prochainement, en tout cas, je serais ravi de pouvoir vous accueillir ici et de vous faire visiter les 12 hectares. Donc, prenez une bonne journée. Visitez le site, l'écodomaine. J'arrête le partage. Merci à vous deux en tout cas, c'était très riche, ça fait beaucoup réfléchir à comment fonctionnent nos organisations et c'est vrai que ça donne envie de repenser, bon nous on n'est que deux, mais ça donne envie je pense pour chacun d'entre vous de repenser un peu comment fonctionne l'entreprise et merci pour ça, de nous engager à réfléchir. Je vois qu'il y a Solange qui pose une question, quelle est la capacité d'accueil pour un groupe à la Fontaine-aux-Bretons? Mathieu, je te laisse répondre. Ça dépend dans quel cadre. Si c'est pour une visite, j'ai envie de dire c'est un petit peu sans limite parce qu'on est en extérieur. J'imagine que c'est la question par rapport à la crise sanitaire actuelle. Après, si c'est en salle, on a une capacité qui peut aller jusqu'à 40 personnes. On a des salles suffisamment grandes pour respecter une distance sociale relativement correcte, même avec des grands groupes. Donc, je pense qu'on peut être sur... oui, séminaire pro, d'accord. Séminaire pro, effectivement, on est sur des salles qui peuvent accueillir 40 personnes en mesure Covid. Et puis en couchage, on est sur 23 appartements qui ont en moyenne 4 couchages chacun. Donc voilà, on est sur une capacité d'une centaine de lits. Et alors, 100 mètres de la plage, pour ceux qui connaissent, voilà, c'est vraiment magnifique, mais ça permet d'expérimenter aussi cette reconnexion à l'environnement de bord de mer, avec un chemin côtier magnifique. Et donc, nous, dans les ateliers, on prend le temps sur les journées d'aller marcher, de se connecter avec le jardin, la serre, mais aussi la mer et la plage. Un grand merci à vous tous. S'il y a d'autres questions, on est là, mais à très bientôt. Merci d'être venus. Et puis, bon vent, comme on dit dans le Grand Ouest. Prenez soin de vous, prenez soin de notre belle terre et à très bientôt, j'espère.
Merci à tous, passez une bonne journée. Amis que je côtoie de près ou de loin. Un grand merci. Ah oui, c'est sympa de vous voir avant de partir. Merci, au revoir. Ouais, merci beaucoup. Au revoir.